Le président de la République a fait le point de sa visite d'État dans l'Ifou. 4 jours passés dans la région, le président de la République a prononcé une conférence de presse à la fin de sa tournée. Des élections libres, équitables et sans violence en 2015, c'est l'ambition des commissaires centraux de la CEI. Ils viennent de se réunir pour la première fois après l'installation du bureau de la commission électorale indépendante. Dans l'actualité ce jeudi, le lancement de la distribution des kits scolaires aux élèves du primaire. C'est la ville d'Odiéné qui a abrité la cérémonie de lancement de ces kits scolaires. Ce 18 septembre est célébrée la journée mondiale du transport. Le but de cette journée, sensibiliser la population sur les atouts des transports publics. Plusieurs activités sont menées en Côte d'Ivoire pour marquer cette journée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Nous aurons dans cette édition le dossier du jeudi. Nous jetons aujourd'hui un regard sur les telenovelas, ces feuilletons diffusés sur RTI et qui sont bien appréciés par les téléspectateurs. Nous parlerons de l'impact de ces films prisés par les ménages en Côte d'Ivoire. Mais avant, revenons sur la visite d'État du président de la République dans l'Ifou. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après 4 jours passés dans la région. La paix, la réconciliation, le développement, autant de thématiques développées par le président de la République depuis le début de sa tournée. Voyons avec Viviane Aïmen la conférence de presse prononcée par le chef de l'État à la fin de sa visite. L'annonce par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, de son soutien à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 constitue assurément l'événement marquant de cette visite d'État dans l'Ifou. Le PDCI a déjà pris position. Je me réjouis de cette décision prise déjà il y a quelques mois. Le PDCI aujourd'hui par la voix du président Henri Konan Bédié et qui se propose de réunir d'ailleurs une convention. Et je n'ai aucun doute que le MFA et l'UPC se joindront à cette décision pour que donc, je sois effectivement le candidat donc, du RHDP pour l'élection présidentielle de 2015. Mais il est clair qu'il faut l'alternance puisque moi je ne serai plus candidat en 2020. Donc ce sera un parti unifié. L'alternance veut dire qu'il faut que ce soit une autre personne. Et ça, je respecterai bien sûr donc la Constitution. Et par conséquent, il n'y aura pas de PDCI, de RDR ou de PCI. À partir du moment où il y a un parti unifié, il y aura naturellement une alternance à cette occasion avec quelqu'un qui prendra ma place à cette période-là. Et bien sûr, nous serons là, je souhaite le président Bédié et moi pour aider cette personne ou cette équipe à continuer de bien gouverner la Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les journalistes de requérir l'avis du président de la République sur les récents développements de l'actualité nationale, notamment la contestation soulevée au sein de la nouvelle CEI par le FPI qui n'a pu obtenir le poste de président ou un poste de vice-président, qui a donc claqué la porte de la nouvelle commission électorale indépendante. Pour nous, il n'y a plus de débat au niveau de la CEI parce que, bon, certains disaient qu'ils voulaient un consensus, c'était très bien. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'est toujours une bonne chose de souhaiter un consensus. Je pense d'ailleurs que le FPI lui-même a voulu un consensus sur la question de la CEI. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Bon, c'est ce qui s'est passé à la CEI. Ils voulaient un consensus, ils n'ont pas pu le faire, ils ont voté. Les 2/3 des membres ont élu donc le bureau. Donc ce bureau doit se mettre au travail. Mais ce bureau doit continuer d'être ouvert et tendre la main à ceux qui estiment qu'ils devraient pouvoir donc contribuer. Je note d'ailleurs que les principaux responsables, tous les responsables, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut qu'on voit au niveau du droit qu'est-ce qui est possible, parce qu'on ne peut pas avoir prêté serment et ensuite ne pas exécuter son serment. En droit, ça veut dire qu'il y a parjure. La question a été posée au président de la République face à l'insistance de la Cour pénale internationale qui réclame son transfèrement. Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, sera-t-elle transférée à La Haye? Simone Gbagbo, en fait, nous avons indiqué à la CPI
que nous sommes en mesure de la juger et les interrogatoires sont en cours et le processus se déroule normalement et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas la juger en Côte d'Ivoire. Lutte contre Ebola, que devient la directive donnée par le gouvernement qui est de ne pas se serrer les mains? Le président de la République n'a-t-il pas omis cette directive tout au long de sa visite dans l'IFU? C'est vrai, il faut continuer de respecter ces mesures, se serrer les mains le moins possible, et éviter les accolades également. Mais vous savez, avant d'aller au meeting, vous voyez qu'il y a des dispositifs pour que les gens se nettoient les mains. Ils se lavent les mains et moi j'ai fait la même chose avant de quitter ma résidence. Donc quand j'arrive, je suis aseptisé et ceux à qui je serre les mains sont également aseptisés. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, nous sommes totalement conformes aux directives de Madame le ministre de la Santé. Le président de la République n'a pas caché une pointe de nostalgie à la fin de son séjour. N'eût été la charge de travail qui m'attend, je serais resté encore quelques jours, a-t-il conclu. Voilà, c'était la conférence de presse du président de la République Alassane Ouattara. Le centre culturel de Daoukro, la bibliothèque catholique, la cité des fanfaristes, tous ces endroits ont été visités par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku Bandama a effectué toutes ces visites en marge de la tournée du chef de l'État dans l'IFU. Des trompettes faites entièrement de bois. C'est la découverte qu'a pu faire ce mercredi après-midi le ministre de la Culture et de la Francophonie au centre culturel de Daoukro. J'ai pensé jusqu'à un jour, j'ai dit je vais faire savoir si je peux trouver mes frères pour m'aider, on va faire sortir. C'est ça, grâce à Dieu, j'ai formé les jeunes de Daoukro et puis on a fait. Maurice Bandama a saisi la visite du président de la République dans la région de l'IFU pour effectuer une tournée sur les sites culturels de Daoukro. Tournée qui a permis aux fanfaristes et bibliothécaires de la ville d'égrener leur chapelet de doléances. Nous souhaiterons que l'État vraiment nous aide afin que nous ayons une cité et si possible, pourquoi pas nous sommes 16. Si les 16 sont reconnus par l'État et que chaque fin du mois, quelqu'un peut avoir quelque chose. Ce que nous voulons lui dire, c'est de nous aider à renforcer la bibliothèque et puis aussi de renforcer la bibliothèque du lycée. Parce que Daoukro devient de plus en plus grand. Des requêtes qui ont trouvé écho favorable auprès du ministre de tutelle qui promet de mettre tout en œuvre pour la bonne marche de l'appareil culturel de la région. Je suis tout à fait heureux d'avoir découvert ces talents et le président de la République l'a dit, l'émergence se fera aussi et surtout par la culture. Nous avons visité la cité, c'est une cité de plusieurs dizaines d'habitants. Les bâtiments étant vendus, on ne va pas laisser ces artistes-là à la rue. Nous allons voir comment nous pouvons les reloger, mais à travers le programme chef du président de la République qui est le logement social. De l'espoir donc pour les acteurs culturels de Daoukro et au-delà de la région de l'IFU. C'était un reportage de Laetitia Manglé. Des élections libres, équitables et sans violence en 2015, c'est l'ambition des commissaires centraux de la CEI. Ils viennent de se réunir pour la première fois après l'installation du bureau de la commission électorale indépendante. Les commissaires centraux ont adopté le calendrier de leurs activités, nous explique Léon Pro. Ajustement des règles et dispositifs en matière d'élection, révision de la liste électorale, préparatifs du scrutin présidentiel de 2015 à proprement parler, ce sont dans l'ordre des activités au programme de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. Ce chronogramme prévoit comme première activité des séances de formation pour la mise à niveau des commissaires centraux en vue de la maîtrise des procédures de l'institution. La finalité, organiser en toute impartialité des élections libres et transparentes qui évitent à la Côte d'Ivoire d'autocrise post-électorale. En tout cas, l'ambition est affichée et le président Youssouf Bakayoko y engage ses collaborateurs car, dit-il, il s'agit de faire de l'instrument électoral un modèle de démocratie tout en consacrant la différence entre la CEI version 2010 et celle en charge des élections de 2015. Alors que la structure de la première était conjoncturelle et avait vocation à refléter la situation particulière de la Côte d'Ivoire dans le contexte de crise, celle d'aujourd'hui
est structurelle car elle répond au principe d'une situation institutionnelle et constitutionnelle normalisée. Cette dernière a donc vocation à être pérennisée. Je voudrais partager avec vous une ambition nouvelle, servir de modèle et de référence pour tous les pays en quête de démocratie. Faisons donc de notre commission électorale une commission dont la mission d'un membre n'est pas de faire de la politique, mais de permettre à la politique de se faire sainement et sans violence. C'est pourquoi le président Youssouf Bakayoko a aussi rappelé les commissaires électoraux à la responsabilité en acceptant de siéger à la CEI, à savoir renoncer à être le porte-parole d'une idéologie ou d'une région. On manquait à cette réunion de la commission centrale qui fait suite à l'installation du bureau de la CEI 6 commissaires pour 2 absences justifiées. Et nous prenons la direction de la primature où le Premier ministre a reçu en audience l'homme d'affaires suisse Jean-Claude Gandour, président fondateur du groupe énergétique Adax et Oryx Group. Au menu des échanges, les perspectives d'investissement du groupe dans le pays à travers sa filiale Oryx Gaz Côte d'Ivoire. Le reportage de Mamadou Traoré est commenté par Hugues Hervé-Blé. 10 ans après son implantation, Oryx Gaz à Côte d'Ivoire, filiale du groupe Adax et Oryx Gaz, totalise à ce jour plus de 13,5 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire. Le président fondateur du groupe AOG, Jean-Claude Gandour, était présent en début de semaine à Abidjan à la faveur de l'inauguration de la nouvelle ferre de stockage de gaz de 4000 m3. Reçu par le Premier ministre Daniel Albin-Duncan, le président fondateur du groupe AOG lui a dévoilé la stratégie de développement du groupe pour les années à venir. Les gros investissements ont été faits, si vous voulez, en matière d'infrastructures base, avec la création des sphères et des carrousels de remplissage. Après, il y a ce qu'on appelle les investissements légers, qui consistent à faire des petites unités à travers le pays d'embouteillage. Puis vous avez le troisième investissement qui est lourd, qui est de faire venir chaque année entre 300 et 400 000 bouteilles. Et si vous voulez développer le marché, il faut amener toujours plus de bouteilles pour permettre le développement du gaz dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Créé en 1987, le groupe Adax et Oryx Gaz AOG dispose à ce jour de 24 filiales en Afrique subsaharienne. Les travaux de rénovation du siège de la BAD dans la commune du Plateau avancent bien. Le Premier ministre s'en est rendu compte ce matin. Les travaux débutés le 9 septembre 2012 s'achèveront dans les prochains mois. En attendant la finition des travaux, le personnel de la BAD occupe l'immeuble CCIA au Plateau. 1400 agents de la BAD seront installés dans l'immeuble siège qui abritait, avant la délocalisation à Tunis, 700 à 800 personnes. Et pour barrer la route au virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, où aucun cas n'est déclaré, multiplie les mesures de prévention. Le pays est assisté par les États-Unis qui viennent d'envoyer à Abidjan 2 experts en santé. Ces experts américains aideront notamment le gouvernement à évaluer et à renforcer les plans mis en place pour prévenir la maladie. Ils ont tenu aujourd'hui une conférence de presse suivie pour vous par Herman Niamier. Au premier plan des nations qui apportent de l'aide aux pays touchés par le virus d'Ebola, les États-Unis. À ce jour, le gouvernement américain a mobilisé plus de 175 millions de dollars, soit environ 87 milliards 500 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui partage ses frontières avec la Guinée et le Libéria, des pays déjà touchés par cette épidémie, n'est pas oubliée. Cette équipe d'experts américains qui séjourne depuis une semaine à Abidjan est venue évaluer les dispositifs sanitaires du pays et aussi apporter son soutien pour prévenir cette maladie. Pour cette première phase d'évaluation, les experts félicitent les autorités pour les dispositions déjà prises, mais ils proposent la mise en place d'un centre de commandement. On sait que pendant les urgences, souvent, les plus grands problèmes sont au niveau de la coordination et de la collaboration. Alors, on peut avoir des très bons systèmes en place, mais s'ils ne sont pas bien coordonnés, souvent, on perd beaucoup de temps.
il serait bien que le gouvernement aussi de peut-être avoir une salle dédiée à la coordination des efforts et à la collaboration entre les partenaires. Même si à ce jour, aucun cas de virus Ebola n'est diagnostiqué en Côte d'Ivoire, la mise en place de ce centre, selon Dr Lise Martel, peut servir à prévenir d'autres épidémies. Ce n'est pas comme si on perd son temps à préparer pour l'Ebola si ça n'arrive pas. Alors, si ça n'arrive pas, si vous avez mis un système en place, par exemple, un centre de commande, vous pouvez utiliser ce centre de commande pour faire la réponse à toutes sortes d'autres urgences. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, aux côtés des experts du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC, précise que les États-Unis continuent leur appui au pays en détresse. D'ailleurs, souligne-t-il, 3000 soldats américains sont en route pour Monrovia et 17 centres de traitement de la maladie sont en construction pour accueillir les 500 travailleurs de la santé formés par semaine pour prodiguer des soins directs aux patients en toute sécurité. Encore une autre victime du virus Ebola au Libéria, c'est une Française volontaire de l'ONG Médecins sans frontières infectée par le virus. Elle devrait être rapatriée aujourd'hui en France pour recevoir des soins et ce sera la première malade hospitalisée en France pour la maladie d'Ebola. Le virus Ebola a tué à ce jour plus de 2500 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Combattre l'hypertension artérielle pour protéger le cœur, la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage débutée aujourd'hui se poursuit jusqu'au 27 septembre prochain. Notre reporter Christelle Menant a suivi le lancement de la campagne. Des millions de personnes vivent au quotidien avec des taux d'hypertension artérielle élevés et cela en toute ignorance. C'est ce que révèlent les séances de dépistage organisées annuellement par la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Active dans la prévention des maladies du cœur, la Fondation sensibilise sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle qui est une élévation excessive de la pression qui règne normalement au sein des vaisseaux entraîne à long terme des dégâts. Cette personne peut donc au niveau du cœur ressentir une douleur qui est appelée communément angor ou crise angineuse qui aboutit à ce que l'on appelle un infarctus du myocarde ou communément une crise cardiaque. Du 17 au 27 septembre 2014 se déroulera la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle en prélude à la Journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre. On croit que les maladies du cœur ne concernent que d'autres personnes, mais quand on y regarde bien, il y a dans nos familles, chacune de nos familles, des personnes qui sont concernés. C'est ensemble qu'on arrivera à combattre ce fléau et à reculer le taux de prévalence de l'HTA en Côte d'Ivoire. Les villes d'Abidjan, Agboville, Adzopé, Akupé sont les étapes de cette campagne financée en grande partie par des partenaires du secteur privé ivoirien. Entreprise, par ailleurs donatrice de matériel médical à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, un don évalué à 6 millions de francs CFA est remis lors du lancement de cette 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Tueur silencieux, cette pathologie arrive en tête de liste des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Sa prévalence dans la population ivoirienne serait d'au moins 30%. Dans l'actualité ce jeudi, le lancement de la distribution des kits scolaires aux élèves du primaire. Et c'est la ville d'Odiéné qui a abrité la cérémonie de lancement de ces kits scolaires. L'État ivoirien, dans cette politique de gratuité de l'école, est soutenu par l'UNICEF et la coopération japonaise. F. Boué, Serge Coléa. 3 millions de kits scolaires à distribuer aux élèves du cycle primaire de Côte d'Ivoire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de gratuité de l'école. La ville d'Odiéné a abrité le lancement de cette opération. Madame le ministre, Madame Kandia Kamara a décidé que cela se fasse à Odiéné parce que la région du Kabadougou et la région voisine du Folon constituent un concentré de l'ensemble des défis que nous avons à relever dans notre département. Elle s'exécute en partenariat avec l'UNICEF et la coopération japonaise. L'UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prise en compte dans le projet japonais. Cela a la grande satisfaction des bénéficiaires. Je suis très content. Je vais bien travailler pour aller au collège.
Depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés. J'ai reçu aussi des kits et ce matin, on a distribué ces kits-là. En marge de cette cérémonie, des séances de lavage de mains ont été faites à l'initiative des tout-petits dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. La délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a ensuite visité les lycées et collèges pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes dans la ville d'Odiné. Ce jeudi 18 septembre est célébrée la Journée mondiale du transport. Le but de cette journée, sensibiliser la population sur les atouts des transports publics. Plusieurs activités sont menées en Côte d'Ivoire pour marquer cette journée. L'État ivoirien a engagé des réformes dans le secteur et l'ambition est clairement affichée, assainir le milieu du transport. Le transport public est l'ensemble des transports de personnes ou de marchandises organisés par une personne ou une structure pour le compte d'autrui. En Côte d'Ivoire, l'activité concerne les autobus, les cars, les mini-cars appelés BACA, les taxis-compteurs, un secteur en proie à d'énormes difficultés où règne une véritable pagaille. Le racket, la violence, l'incivisme, la corruption, l'anarchie, le désordre et bien d'autres pratiques sont constatées au quotidien. À cela, il faut ajouter le vieillissement du parc automobile, une situation préoccupante face à laquelle les autorités ivoiriennes engagent des réformes. Ces réformes visent à professionnaliser le secteur afin de lui donner une image respectable. Ainsi, plusieurs structures en charge de la délivrance des titres de transport en Côte d'Ivoire ont été dissoutes. La tâche est désormais dévolue au Centre de gestion intégré CGI. Ce centre traite toutes les questions et documents utiles pour mener l'activité de transport. Le CGI permet d'obtenir, selon les autorités, des données fiables et sécurisées dans le but d'un meilleur contrôle des acteurs. Aujourd'hui, le centre est de plus en plus fréquenté et se déploie progressivement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le ministère des Transports ambitionne de mettre fin à toute forme de racket et de violence avec le phénomène des Nyambro, ces racketteurs qui s'imposent par la force pour se tourner vers la modernisation. L'épineuse question des taxis banalisés est en cours de résolution. L'État ivoirien annonce même le renouvellement du parc automobile avec 50 000 véhicules pour un montant de près de 100 milliards de francs CFA. Une action d'envergure pour offrir des conditions meilleures aux acteurs. Si toutes ces actions sont menées, le transport, secteur vital de l'économie ivoirienne, pourra contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient de ces feuilletons diffusés sur nos antennes? Dona Beja, Marima, Ruby, La Maison d'à côté. Ces feuilletons bien appréciés par les téléspectateurs relatent ces histoires d'une mère désespérée, de ces belles femmes pauvres, se servant de leur beauté pour réussir, des hommes et des femmes avides de pouvoir. Bref, les telenovelas, on les apprécie bien dans les foyers. Mais quels sont leurs impacts? Quelles leçons tirées de ces films? Éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signée Ami Sissoko, Laetitia Manglé. 19h, nous sommes à Adjamé, quartier Marie-Thérèse. Le domicile de Mariam Ba grouille de monde. Ce n'est pas une réunion de famille, il est juste l'heure du téléfilm vénézuélien Rosario, diffusé sur la 2e chaîne de la télévision nationale. Et la mobilisation va au-delà des membres de la famille. Ça me donne des conseils, même si tu as des pensées, ça te fait oublier. Rosario montre qu'on ne doit pas prendre le mari de son ami, il ne faut pas forcer l'amour, quoi. Même en cas de coupure d'électricité, à l'heure de la pause ou entre deux courses, point de souci, le téléphone mobile avec téléviseur intégré, la solution. Je sors, je vais où je veux, parce que je sais que j'ai une télé avec moi. Voilà. Ces feuilletons à l'eau de rose où s'entremêlent amour, peine, glamour, gloire et mensonge. Du lundi au vendredi à 19h25, 35% des téléspectatrices de RTI1 âgées de 15 ans et plus en sont accros et 48% des femmes de cette même tranche d'âge ne manquent jamais à 22h sur RTI2 la telenovela indienne Saloni. Quand tu regardes Saloni, même si tu as gros cœur là, tu as diminué ton cœur. Si tu rentres dans un foyer, même si on te maltraite là, tu as attrapé ton cœur.
Des récents résultats de l'étude de l'audience effectuée par l'Institut français TNS Sofres et acquis par la RTI qui démontrent bien l'intérêt que suscitent ces films venus de l'Occident chez les téléspectatrices ivoiriennes. Les telenovelas, c'est 9% dans la grille de RTI 1. Ce sont des histoires qui parlent, ce sont des histoires qui intéressent les Ivoiriens d'une façon générale et particulièrement les femmes. Mais pourquoi les femmes sont-elles devenues aussi dépendantes des telenovelas? Les femmes, vous le savez, sont plus affectives que rationnelles. Dès l'instant où le contenu de ces séries télévisées renvoie chez certaines personnes, notamment les femmes, à des vécus, soit désagréables, soit agréables, on comprend donc que les femmes privilégient, au point de laisser parfois brûler leur plat qui est sur le feu, parce que justement ces séries aident, sur le plan de la vie intérieure, à régler parfois son compte à son passé. Mais il n'y a pas que des femmes pour les telenovelas. Des hommes sont également au rendez-vous et à l'heure indiquée. Émile Conan, sexagénaire retraité, en a fait son passe-temps favori. Saloni est une femme qui me plaît à merveille. Parce qu'elle a le sens de la vision et elle ressemble à Colombo. Quand je loupe quand je rate un épisode, c'est comme si je suis crispé, je suis malade ce jour-là. Alors question, à quand remonte l'idylle entre les téléspectateurs ivoiriens et les telenovelas? Il y a environ 25 ans que la RTI a commencé à diffuser des telenovelas. On a constaté que les publics africains adoraient cela, particulièrement les femmes. Après les téléfilms sud-américains, les productions indiennes sont aussi de plus en plus présentes au niveau des programmes de RTI 1 et RTI 2. On s'est rendu compte que ce qui plaît beaucoup dans la telenovelas indienne, en dehors des mêmes thématiques qui sont traitées dans les deux origines, c'est que sur l'indien, ce qui plaît, c'est que on n'a pas de scène de sexe, on n'a pas de scène d'amour vraiment poussée. Ça prône beaucoup de la valeur familiale. C'est beaucoup plus proche de la mentalité de la culture africaine. Le phénomène des telenovelas est parti du Brésil. Ces films ont été promus selon la presse locale sous la dictature militaire de 1964 à 1985 dans l'optique de souder ce pays continent. En Côte d'Ivoire, Dona Beja, La Chakala, Marimar au Ruby, des titres de mélodrames qui ont influencé les habitudes vestimentaires et comportements de certains inconditionnels, ce que déplorent d'autres téléspectateurs. À l'époque, on regardait Ruby. C'était une fille qui était beaucoup intéressée par les bijoux, l'argent, qui n'avait Dieu que pour le gain facile. Je crois que suite à ce film-là, aujourd'hui, on constate que plein de filles se retrouvent dans ces genres de situations. Le mode vestimentaire, par exemple, quand on suit les telenovelas, on se dit, quand on voit par exemple les tenues sexy et autres, on se dit que c'est la mode et automatiquement on se met à copier ce qu'on voit. Pourtant, cette mode-là n'est forcément pas bien pour la société. On montre des scènes obscènes, l'heure à laquelle les enfants doivent étudier. Ça joue négativement sur l'éducation même des enfants. Les films que nous présentons aux Ivoiriens, nous les regardons en avance. Nous faisons souvent de l'autocensure. Quand vous regardez la même telenovela sur les autres chaînes, vous verrez que à notre niveau, il y a eu un travail de nettoyage au préalable. Des études de la Banque interaméricaine de développement ont démontré qu'au Brésil, les telenovelas jouent un rôle dans la forte réduction de la natalité. Elle a chuté à 60% depuis 1970. Même si elles ont contribué à l'augmentation du taux de scolarisation, à noter cependant que le taux de divorce a augmenté dans les zones où l'on regarde le plus les telenovelas. C'est clair, les telenovelas sont source de divertissement pour la population. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'études sur leurs impacts, mais à travers des statistiques et des sondages sur l'audience, l'on se rend bien compte que ces films ouvrent la porte à la diversité culturelle avec une pointe de moralité. En effet, au bout de l'histoire, le bien triomphe très souvent du mal.
Voilà, c'était le dossier du jeudi réalisé par Ami Sissoko et Laetitia Manglé. On l'a appris aujourd'hui, 5 casques bleus cadiens ont été tués dans le nord du Mali dans l'explosion d'une bombe. La bombe a explosé au passage de leur véhicule. 3 autres soldats de la paix ont été blessés dans l'explosion. Le président français François Hollande a prononcé aujourd'hui sa 4e conférence de presse semestrielle depuis son élection. Ce grand oral qui a duré 40 minutes s'est déroulé devant 350 journalistes. La question du terrorisme, la sécurité de la France, autant de sujets abordés par François Hollande. Et sur la crise irakienne, le président Hollande a déclaré que la France interviendra en Irak pour combattre les djihadistes de l'État islamique, mais il n'y aura pas de troupes au sol en Irak. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal. L'égoïsme.